Bonjour et bienvenue dans ce numéro 27 dans Mode Député, ma revue d'activité parlementaire. Ce sera la dernière revue de la session qui s'est terminée le 1er août dernier et je voudrais revenir spécialement sur les débats parlementaires autour de la dite affaire Benalla-Macron. Puisque vous le savez, vous avez dû le suivre, nous avons été informés de cette affaire en cours de l'examen d'un projet de loi de révision constitutionnelle, ce qui a nécessité que le Parlement se saisisse de ce débat. D'une certaine manière, nous sommes passés de la théorie de la Constitution à sa pratique, puisque la Constitution indique que le gouvernement est responsable devant le Parlement et le Parlement doit contrôler l'action du gouvernement. Et donc c'est à ce titre-là que plusieurs groupes de l'opposition, dont le groupe de la France Insoumise, a demandé à ce que le gouvernement puisse s'expliquer et que nous ayons les moyens de faire toute la lumière sur les faits qui étaient révélés et surtout les responsabilités des personnes impliquées, les responsabilités politiques, ce qui fait partie intégralement de notre fonction de parlementaire. Cela a donné lieu en séance, et vous allez le voir dans cette première série d'interventions, à ce qu'on appelle des rappels au règlement. C'est dans le règlement de l'Assemblée nationale des interventions que chaque député peut faire pour, au titre de la bonne tenue des débats, au titre de mise en cause, au titre de la sincérité de nos débats, pour interpeller l'Assemblée sur un problème. Et donc c'est ce que nous avons fait, nous députés de la France Insoumise, mais aussi les députés du groupe Les Républicains, du groupe Nouvelle Gauche et du groupe GDR, pour demander à ce que le gouvernement réagisse et la majorité réagisse au fil des heures d'ailleurs où nous apprenions de nouveaux détails sur cette affaire. Donc je vous laisse regarder cette première série d'interventions. Je voulais revenir sur deux choses qui ont déjà été dites, mais pour avancer d'autres arguments et peut-être convaincre la majorité dans les discussions que les uns et les autres vont avoir lors de la suspension de séance, de l'importance des demandes qui sont faites actuellement. Effectivement, depuis le début de ces débats, on entend beaucoup d'arguments qui légitiment cette révision sur le fait qu'on va renforcer les pouvoirs du Parlement, lui donnant plus de pouvoir en termes d'évaluation et de contrôle. Or, nous sommes justement là, dans la mise en pratique de ce que défend la majorité. Moi, je pense que le pouvoir du Parlement, c'est de faire la loi, qui est réduite par votre révision des députés, mais effectivement, il y a cette dimension de contrôle, et de vrai contrôle, pas les questions qu'on pose au gouvernement, et selon le ministre, il choisit d'y répondre ou pas, et on considère que ça, c'est de l'évaluation et c'est du contrôle. Ce n'est pas ça. Là, on est dans la mise en pratique de ce que la majorité défend, et la manière dont elle a justifié toute sa révision constitutionnelle. Vous avez là l'occasion de nous prouver, de nous convaincre dans les faits, dans le concret, que cette réforme va aller dans ce sens-là. Et du coup, le deuxième point, c'était pour entendre du coup la majorité. Je pense que tous les groupes à peu près se sont exprimés. Alors peut-être qu'on aura une réponse après la révision constitutionnelle. Mais là, vous êtes face à des responsabilités. Effectivement, M. Houllier qui est porte-fil sur ce texte-là, M. Ferrand, ou quels que soient les députés qui ont aussi une responsabilité en tant que députés, en tant que représentants et représentantes du peuple, de pouvoir avoir votre avis et savoir ce que vous pensez de ça. Et j'aimerais vraiment, en termes de débat et de dialogue, en tant qu'Assemblée nationale, entendre, peut-être avant la suspension, une réflexion, un questionnement de votre part, parce que sinon ce silence assourdissant en dira beaucoup sur ce que nous vous reprochons depuis le début, que vous contestez depuis le début, mais que vous êtes en train de confirmer sur votre alignement face à l'exécutif et votre caractéristique de majorité Godillot. J'insiste là-dessus parce que c'est quand même étonnant que la majorité, le groupe majoritaire aujourd'hui dans cette Assemblée ne dit rien depuis plusieurs heures que nous sommes sur ce débat et que nous n'avons pas aujourd'hui, à part votre voix, mais là vous êtes dans votre situation de président de l'Assemblée nationale, donc vous ne parlez pas au nom majoritaire, qu'on ne sache pas quel est l'état de la réflexion, est-ce qu'ils sont d'accord avec cette proposition, par exemple, de convoquer dès maintenant la conférence des présidents, parce que ça réglerait le problème. À partir du moment où tous les présidents sont d'accord, elle se fait. Donc, où en est-il? Parce que du coup, on se demande à quoi sert cette Assemblée nationale si le groupe très majoritaire n'a pas de point de vue
n'a pas d'idée et attendrait peut-être les consignes. Et je pense que ça décrédibilise, y compris pour la suite de nos débats, la sincérité des arguments qui seront apportés sur la révision constitutionnelle, sur l'engagement qui est pris de donner du pouvoir au Parlement, de ne pas restreindre les capacités individuelles et collectives des parlementaires. Et donc, nous, on attend aussi une réponse de la majorité là-dessus. Alors hier, il a fallu effectivement beaucoup de débats pour amener la majorité à la raison. Et je pense que par rapport à ce que vient de dire notre collègue, ce n'est pas l'exemple d'une démocratie qui marche. C'est l'exemple de tout le contraire, de tous les dysfonctionnements. Depuis le début de cette affaire, que ce soit les faits qui ont été commis contre des manifestants, que ce soit le fait que il n'y a eu aucun signalement dans aucune hiérarchie de ces faits-là, que ce soit le fait qu'il a fallu que cette vidéo soit diffusée, que des journalistes fassent leur travail pour qu'enfin il y ait une procédure qui s'enclenche, c'est l'exemple de dysfonctionnement manifeste et en chaîne. Et parlons de l'image que cela donne. Dans n'importe quel autre pays, et vous le savez, nous en entendons parler de temps en temps, dès lors que cette histoire aurait été dans la presse, il y aurait eu des sanctions non seulement administratives mais politiques. Il y aurait eu un gouvernement qui se serait rendu devant le Parlement pour expliquer. Ce que nous avons eu, c'est l'expression d'un mépris sans discontinuer, non seulement devant le Sénat, puisqu'il apparaît aujourd'hui que le ministre de l'Intérieur a menti devant le Sénat, mais n'a même pas daigné, aucun ministre n'a daigné venir expliquer. Et effectivement, il y a une obstruction, mais l'obstruction n'est pas le fait de l'opposition, elle est le fait de la majorité, elle est le fait de la place Beauvau, elle est le fait de la présidence aujourd'hui. Et si nous n'arrivons pas à reprendre nos débats, c'est parce qu'il y a ce dysfonctionnement-là dont vous êtes les auteurs et les autrices. Donc c'est bien un rappel et règlement pour la bonne tenue des débats et surtout leur sincérité. Et je crois que les collègues qui pensent qu'on ne discute pas de la Constitution, en fait, se trompent. On est en plein dans un exercice pratique de la Constitution, de son application, de l'organisation des pouvoirs et du contrôle du Parlement, qui est quand même une partie de la Constitution. C'est en pratique, parce que sinon, effectivement, on va dire, on est tous pour les principes, on est tous pour les droits, mais quand il faut les appliquer, et se les appliquer à soi, et les appliquer à l'exécutif, là, on est devant un vrai test. Et malheureusement, depuis 48 heures, la majorité, vous, mes chers collègues, êtes en train d'échouer à chaque fois, parce qu'il a fallu toute la journée d'hier pour vous faire arriver à la raison et vous faire comprendre qu'il fallait mettre en place cette commission d'enquête. Ce qui a changé depuis hier, c'est que nous avons de nouveau des révélations. Mais depuis hier, nous disions déjà qu'en plus de la commission d'enquête, il fallait une parole gouvernementale. Monsieur Castaner était présent, il n'a pas daigné s'adresser à la représentation nationale. L'ultime pouvoir de l'Assemblée, ce n'est pas juste des commissions d'enquête ou des missions d'information, c'est la censure du gouvernement, c'est de pouvoir lui accorder ou pas sa confiance. Nous ne parlons pas, nous avons posé la question de la censure, mais nous avons proposé encore et encore des possibilités, des dispositifs qui permettaient d'assurer à la fois notre pouvoir de contrôle et nos pouvoirs d'adresse et d'interpellation du gouvernement. Et à chaque fois, vous reculez, votre exécutif recule et se met toujours plus dans une situation défensive et surtout une expression du mépris souverain qu'il a pour l'Assemblée nationale. Donc au terme de plusieurs heures de débat en séance qui ont suspendu de fait l'examen du projet de loi de révision constitutionnelle, la majorité a enfin accepté de mettre en place une commission d'enquête parlementaire. Et cette commission, en fait, c'est la commission des lois qui s'est chargée des pouvoirs d'enquête et qui a donc été convoquée pour organiser des auditions de personnalités que nous estimions devoir venir expliquer le déroulement des événements autour de la journée du 1er mai, donc sur l'ensemble de cette manifestation, afin de déterminer les responsabilités politiques. Puisque, vous le savez, une enquête judiciaire a été ouverte suite aux révélations du Monde du 18 juillet sur l'intervention de M. Benalla en usurpant des insignes de police et des interpellations et des violences qu'il a commis à l'encontre de manifestants et manifestantes. Donc il y a eu bien sûr le pouvoir judiciaire qui s'en est saisi, mais il y a aussi le pouvoir parlementaire qui a des outils comme des commissions d'enquête, comme
interpellations du gouvernement au titre de l'article 50-1 et également des motions de censure. Donc il y a toute une palette en fait d'outils parlementaires qui permettent aux députés et aux sénateurs et sénatrices de pouvoir contrôler, de pouvoir faire toute la lumière sur les responsabilités politiques. Bien avant que notre commission se mette enfin en place, puisque la majorité avait freiné des cas de fer et qu'il a fallu du temps pour que nous obtenions ce cadre d'investigation parlementaire, le Sénat avait déjà établi sa propre commission qui a continué, qui a pu se dérouler dans des conditions normales et qui va d'ailleurs se dérouler pendant 6 mois au cours desquels nous apprendrons, je crois, de nouveaux faits sur la question des responsabilités politiques. Pour ce qui est de la commission d'enquête parlementaire de l'Assemblée, vous verrez les quelques interventions que nous avons sélectionnées que je fais lors de l'audition du ministre de l'Intérieur ainsi que du préfet de police sur leur connaissance des agissements et surtout leur responsabilité sur le fait qu'aucune de ces autorités n'a jugé nécessaire d'utiliser l'article 40 du Code de procédure pénale qui indique que toute autorité, quand elle a connaissance de faits délictueux, doit saisir la justice. Et c'est un des axes sur lesquels nous sommes beaucoup intervenus, ainsi que d'autres, sur le fait de comprendre pourquoi aucun des responsables hiérarchiques de M. Benalla, aucun des responsables hiérarchiques de la police, puisque c'est dans le cadre d'une observation que M. Benalla était sur les lieux où il a commis ces faits, n'a jugé bon d'alerter l'instance judiciaire. Il a fallu attendre les révélations du journal Le Monde pour qu'une procédure soit enclenchée. Donc toute une partie du débat en commission d'enquête que nous avons essayé de mener, c'était de comprendre pourquoi ces responsables, en fait, se sont défaussés de leur responsabilité politique. Et donc, ce sont ces interventions, une petite sélection de ces interventions que nous avons regroupées dans la revue qui suit. D'abord, pour clarifier notre état d'esprit, puisque au cours des 48 dernières heures, nous avons eu à apprécier l'attitude de la majorité. Et je pense que le fait que nous nous retrouvions là en commission des lois, alors que nous avions voté un dispositif qui permettait pour le coup une vraie transversalité, une vraie pluralité, que Madame la Présidente, vous étiez engagée là-dessus, et qu'aujourd'hui on se retrouve dans un dispositif qui en fait fait passer le fait majoritaire pour le choix de cette commission d'enquête, puisque tout est voté et donc la majorité peut imposer ses choix, que nous avons appris dès hier que le ministre serait auditionné lundi, que vous l'avez réaffirmé au début de cette réunion, que malgré la tentative de la majorité de réécrire toute la série des événements, vous n'avez pas répondu avec célérité. Vous avez été obligé, contraint par nos arguments et par nos débats incessants à accorder cette commission d'enquête. Étant donné que, pour être totalement honnête, puisque nous sommes au sein de l'Assemblée nationale et dans cette enceinte tenue à la sincérité de nos débats, nous ne faisons pas confiance a priori à votre majorité pour être en capacité de mener correctement et de respecter, y compris la parole que vous donnez. Madame la Présidente, vous-même, vous nous aviez indiqué, et c'est moi qui l'avais demandé lors de la question sur la publicité des débats, vous nous aviez indiqué que cette publicité n'était pas possible, vidéo à l'appui. Nous l'avons vérifié, alors que c'était le cas. Donc je ne sais pas si vous le disiez en connaissance de cause ou par ignorance, mais un certain nombre d'affirmations que vous faites sont sujettes à caution. Donc étant donné tous ces faits, nous sommes effectivement très circonspects sur ce dispositif. Nous y participons parce que nous sommes engagés depuis le début, comme nous l'avons exprimé en séance, dans nos responsabilités en tant que parlementaires pour faire toute la lumière politique, effectivement pas judiciaire. Les juges sont saisis, mais la lumière politique est demander des comptes politiques aux responsables sur ce cas. Pour ce qui est de la liste, nous rejoignons les propositions faites par Monsieur le rapporteur ainsi que par nos collègues de GDR et de Nouvelle Gauche. Nous avons des éléments que nous souhaitons également vous transmettre pour les compléter.
Je vais essayer d'aller un petit peu vite du coup sur cette partie. Nous pensons qu'il est nécessaire que les auteurs des vidéos qui ont circulé et qui ont été à l'origine de l'investigation des journalistes du Monde puissent être interrogés par notre commission. Nous en avons deux d'entre eux au moins ont été identifiés. Il s'agit de messieurs Ta, Bouaf et Clément Lano. Il y en aura peut-être d'autres et peut-être que les prochains éléments des enquêtes menées nous donneront la possibilité de connaître ces auteurs de vidéos. Il y en a par ailleurs une troisième, c'est-à-dire une vidéo qui a été diffusée de l'agression d'une jeune fille également. Donc il y a au moins trois auteurs à identifier. Nous souscrivions sur le fait que M. Alexandre Benalla soit effectivement auditionné. Nous pensons que, et je pense que l'enquête judiciaire nous permettra aussi d'identifier les personnes. Est-ce qu'on peut écouter Madame Obono? Nous permettra peut-être d'identifier les personnes victimes, puisque c'est quand même aussi le grand point d'interrogation, ces personnes qui ont été soumises à des brutalités inacceptables. Et il est important que la commission des lois et que la commission d'enquête, avec ses prérogatives, puisse interroger ces personnes sur ce qui s'est passé, étant les premières victimes. Il nous semble que la brigade CRS présente place de la Contrescarpe devrait pouvoir être également interrogée. Cela a été dit par notre collègue Stéphane Peu, les forces de police, notamment M. Anthony Caillé, secrétaire général du syndicat CGT Police Paris, qui ont adressé un courrier, qui ont adressé un courrier le 1er mai et qui ont entamé, y compris eux-mêmes, de procédures judiciaires dans le sujet, soient interrogés. Un représentant du syndicat des commissaires de police également, Laurent Nunez de la DGSI, Michel Delpuech, préfet de Paris Police, les gradés en charge de la manifestation du 1er mai, notamment le commissaire Maxence Creusat, qui était responsable du dispositif de maintien de l'ordre, place de la Contrescarpe, Monsieur Philippe Mizerski, qui a été identifié comme le troisième homme aux côtés de Monsieur Benalla lors des incidents place Contrescarpe, mais qui a également été identifié à d'autres moments des manifestations du 1er mai, comme faisant partie du dispositif policier et à chaque fois à proximité de Monsieur Benalla. Nous pensons que cette personne que nous avons nous-mêmes pu identifier présent dans d'autres manifestations, notamment la fameuse marche blanche où nous avons été victimes d'agressions de la part de la LDJ et cette personne était présente et nous a interpellés nous-mêmes. Il nous semble que ça fait partie des interrogations sur l'éventuelle existence d'un système de police politique, les mots ont été dits et repris, je pense largement par différentes sensibilités, pose question et c'est de notre responsabilité de faire la lumière là-dessus. Oui, merci Madame la Présidente. Je voudrais revenir sur vos responsabilités, Monsieur le Ministre, puisqu'il ne s'agit pas d'interroger la jurisprudence ni les différents ministres de l'Intérieur, ni le préfet de police, mais vous êtes responsable politiquement et vous êtes une autorité constituée. Il semble que vous ne sachiez pas que selon l'article 40, vous êtes obligé de le faire et il ne s'agit pas d'une possibilité en opportunité. C'est la loi qui le dit et donc vous étiez tenu par cela. Comme vous le prétendez en vous défonçant sur la police, M. Benalla a été invité par la préfecture. Alors c'est bien de votre autorité qui est hiérarchiquement devoir de saisir la justice au titre de l'article 40. Lorsqu'il y a usage manifestement illégal de la violence, cela veut-il dire que vous ne déclarez jamais à la justice lorsque vous en avez la preuve visuelle ou alors est-ce que, parce que dans ce cas, il s'agissait de l'Élysée, à qui signalerez-vous normalement les faits de cette nature et de quelle nature doivent être les faits, puisqu'ils sont relativement graves, vous l'avez dit, pour que vous considériez être dans l'obligation cette fois-ci et non dans l'opportunité de signaler à la justice. Comme mes collègues, je tenais à saluer, Monsieur le préfet de police, votre intervention liminaire qui était très précise et l'ensemble des informations que vous nous avez transmises. Je voulais revenir sur 3 points principalement. Une remarque que vous avez faite sur la dernière fois que vous aviez vu M. Benalla, vous avez parlé du 8 mai. Je pense que vous l'avez rappelé encore. Donc, j'imagine que c'est bien le 8 mai 2018, ce qui constituerait en fait un moment pendant la période pendant laquelle M. Benalla était censé être en suspension, c'est-à-dire la sanction dont vous avez eu connaissance, d'après les propos du porte-parole de l'Élysée, était du 4 au 19 mai.
Donc vous nous confirmez donc que vous aviez connaissance de cette sanction du 4 au 19 mai et vous avez bien vu M. Benalla le 8 mai 2018, donc alors qu'il devait être sanctionné en compagnie de M. le Président et en tout cas en train d'effectuer les missions que le Président lui donnait habituellement. Non, je ne confirme pas, Madame la députée. Et, je m'excuse de ce point de vue. J'ai cité les fêtes nationales, les moments au cours desquels je l'ai croisé ou rencontré. Ça peut être le cas le 14 juillet, le 8 mai 2018. Non, je ne m'en souviens absolument pas, ni dans un sens ni dans l'autre. Mais non, si vous donnez à mon propos le fait que le 8 mai, il y était, que je l'ai vu, non, je dément. Moi, j'ai l'impression que ce qui apparaît, c'est quand même, au-delà du copinage, un système un peu organisé, qui a eu le temps de s'organiser suffisamment pour que tous ces agents, toutes ces personnes soient en contact. C'est la mise en cohérence pour expliquer pourquoi est-ce que je reviens. Pourquoi est-ce que je reviens là-dessus? C'est sur la personne qui a donné l'autorisation. Là où je veux en venir, c'est l'idée que ça ne semble pas être quelqu'un d'une autorité suffisante dans la hiérarchie du ministère de l'Intérieur pour avoir amené ses agents à commettre ces fautes. Donc, c'est quelqu'un d'une autorité supérieure en dehors du ministère et qui, en France, aujourd'hui, a pas simplement l'aura, mais l'autorité supérieure suffisante pour amener ces agents. Est-ce que vous pouvez poser une question? Organiser, donc, Madame Obono, est-ce que vous pouvez poser votre question, s'il vous plaît? Qui, selon vous, avec votre expérience, y compris des différentes administrations, a l'autorité suffisante aujourd'hui pour amener autant de personnes commettre autant de fautes professionnelles au service d'un homme tel que M. Benalla? Je ne peux en aucun cas parler d'un système organisé, parce que pour en parler, il faudrait que j'en ai connaissance. Ça n'est pas le cas. Là, je constate simplement qu'une personne qui aurait dû bénéficier d'une autorisation à participer à une manifestation dans les conditions que je viens d'expliquer. Il faudra poser la question à M. Simonin. Moi, je constate simplement que M. Benalla et M. Simonin ont co-organisé les conditions de venue de M. Benalla. Mais posez la question aux intéressés. Mais je vous ai répondu très clairement tout à l'heure. Parfois, j'ai l'impression de me répéter, mais je me répète, je suis serment. M. Simonin m'a dit avoir eu un contact téléphonique avec Benalla, sans me préciser si c'était lui qui l'avait appelé ou l'inverse, etc. Que M. Benalla s'était prévalu d'avoir les autorisations. M. Simonin n'a pas cru bon de rendre compte à sa hiérarchie pour vérifier l'effectivité de cette voilà. Après, encore une fois, l'enquête en cours auprès de l'inspection générale des services, notamment, mais également auprès de l'enquête judiciaire, déterminera ce qui s'est passé très exactement entre M. Simonin et M. Benalla dans leurs échanges téléphoniques. Moi, je n'en sais rien. Voilà, comme vous le savez également, je pense, notre commission d'enquête n'a pas pu aller à son terme, puisque la majorité a décidé non seulement de refuser la majorité des demandes des groupes d'opposition. Encore une fois, il y a eu un arc très large, du groupe Les Républicains au groupe de la France Insoumise, en passant par la Nouvelle Gauche et le groupe GDR, pour avoir une liste de personnes à auditionner qui allait plus loin que ce que souhaitait La République En Marche, puisqu'il y avait, en tout cas pour nous dans notre liste, un certain nombre de responsables du cabinet de l'Élysée, le Premier ministre, mais également le président de la République, Emmanuel Macron, qui a lui-même indiqué qu'il était le seul responsable et qui avait la possibilité de se rendre devant la commission d'enquête parlementaire. Ça a fait un peu débat parmi les constitutionnalistes, mais il se trouve que c'est possible au dire d'une partie de spécialistes de la question. Si nous ne pouvons pas l'obliger à venir, il avait la possibilité de venir devant la commission pour justement assumer ses responsabilités. Bref, de tout cela, nous n'avons pas pu avoir d'accord au sein de la commission d'enquête parce que le groupe de la majorité et la présidente de la commission d'enquête, qui est également présidente de la commission des lois, a décidé qu'il ne fallait surtout pas aller plus loin et considérait qu'il n'y avait aucune raison pour auditionner notamment les membres responsables du cabinet présidentiel. Voilà pourquoi la majorité des membres des groupes de la commission des lois et de la commission d'enquête ont décidé de ne plus y siéger, puisque ça s'est révélé être en fait un instrument au service de la majorité pour empêcher
que les auditions puissent avoir lieu et que nous puissions faire notre travail de parlementaire jusqu'au bout. Et donc cette commission des lois n'a même pas pu sortir un rapport puisque les deux co-rapporteurs, la présidente de la commission et M. Guillaume Larrivé, qui est un député du groupe Les Républicains, étaient en désaccord. Et donc voilà, ça a été la fin de cette commission. Malgré tout, nous avons utilisé en tant que parlementaire un autre outil, et vous avez dû suivre cela également à la disposition, c'est-à-dire une motion de censure. Il y en a eu deux, ce qui est un fait assez exceptionnel, qui ont été présentés par le groupe Les Républicains d'une part, et puis par Nouvelle Gauche, GDR et la France Insoumise, afin enfin d'entendre le Premier ministre sur ces questions, puisque ce dernier n'avait à aucun moment répondu à notre demande de venir débattre de ce sujet. Et donc ces motions de censure ont permis d'expliquer notre démarche qui était de demander des comptes au gouvernement et de constater qu'il était incapable d'assumer ses responsabilités. Voilà pourquoi nous ne pouvions plus lui accorder notre confiance. Donc c'est plusieurs interventions, dont celle de Jean-Luc Mélenchon et de Bastien Lachaud et Mathilde Panot, qui ont défendu ce positionnement pour le groupe de la France Insoumise. Voilà, c'est sur cette affaire d'État, et pas juste d'été, que se termine cette revue de l'activité parlementaire. Je voudrais vous dire merci à tous et à toutes qui vous êtes abonnés au cours de l'année à cette revue. Merci pour les pouces bleus, les soutiens, les diffusions. Merci à toute l'équipe qui a permis d'enregistrer et de faire cette vidéo. Et je vous dis à la rentrée de septembre, puisque la session se termine. Nous avons une suspension de travaux qui permet de prendre un peu de repos, de reprendre des forces pour revenir à partir de septembre avec à nouveau de la détermination, des propositions et une mobilisation qu'on espère sur tous les fronts pour s'opposer à ce gouvernement et proposer une alternative. Merci à vous, bonnes vacances à celles et ceux qui peuvent en prendre et je vous dis à bientôt.